Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, je vais vous expliquer pourquoi mixer n'est pas édité. Voilà. En attendant le visionnage qui va être passionnant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant là et sur la petite cloche qui se balade par-ci par-là. Donc on se retrouve après le jingle pour parler et vous expliquer pourquoi mixer n'est pas édité. Attention, je ne reviendrai pas dessus. Merci. À toutes. Ciao. Ok, donc bienvenue dans ce Bibi Blabla où je vais vous expliquer pourquoi mixer n'est pas édité. Voilà. En attendant, je vous invite à aller jeter un œil en dessous sur mes formations sur le site libérezvotremusique.fr. Donc vous avez des formations, vous avez des e-books gratuits à télécharger pour vous permettre d'avancer dans votre projet musical et vous pouvez vous abonner à ma newsletter où vous recevrez tous les lundis donc une newsletter avec des infos dont je ne parle pas dans Bibi Blabla et plein de choses inédites. Voilà. Donc maintenant, voyons pourquoi mixer n'est pas édité. Alors, c'est quelque chose que beaucoup de débutants, enfin c'est une erreur que font beaucoup de débutants, c'est de penser qu'une fois que c'est enregistré, une fois que vous avez toutes vos pistes dans votre DAW, donc votre Digital Audio Workstation, que vous pouvez attaquer le mix. Alors, c'est une erreur que j'ai faite pendant des années et des années. C'est-à-dire que j'enregistrais et une fois que j'avais à peu près fini d'enregistrer, j'y ai à peu près parce que je connais cette phase-là où on est pressé de finir, on est pressé d'y arriver et on pense que ça va être simple. Donc quand on est dans cette phase où on a presque fini d'enregistrer, on a tendance tout de suite à aller mettre des plugins qu'on a achetés avec des belles consoles, avec plein de belles choses. Et puis, en fait, de tourner en rond, de ne pas avancer, et au final, de faire un peu du caca. Voilà. Donc, comme je vous dis, je le répète, je sais exactement de quoi je parle. Et donc, on oublie, en gros, pour la production d'un titre, il y a 3 phases. Il y a la phase d'enregistrement, il y a la phase que j'appelle de production, et il y a la phase de mix mastering. Alors, la phase d'enregistrement, tout le monde sait ce que c'est. Vous avez donc, vous allez soit dans un studio d'enregistrement, soit vous avez sur votre ordinateur ou votre laptop une interface audio qui est branchée, vous branchez les micros, bref, vous faites votre vie. À ce propos, je vous rappelle que j'ai fait une excellente formation sur comment enregistrer son groupe avec seulement 4 micros et un laptop. Donc vous avez le lien dans la description. Et donc, la phase d'enregistrement, on sait à peu près tout ce que c'est. La phase de mix et mastering, on sait aussi à peu près tout ce que c'est. Donc, le mixage, on sait qu'on a toutes nos pistes et on doit faire mettre toutes ces pistes-là sur un format, un fichier stéréo avec le réglage de panoramique, équalisation, compression, profondeur, 3D, spatialisation, bref, voilà, le mixage, on a tous une idée de ce que c'est, on ne le fait pas tous de la même manière, on n'a pas les mêmes exigences, je dirais, dans ce qu'on veut, mais c'est ce qui fait la beauté, je dirais, du truc. C'est comme vous avez un guitariste, vous n'avez qu'un Angus Young, vous n'avez qu'un Andy Wallace ou qu'un Chris Loridge. Voilà, donc je ne vais pas rester là-dessus. Donc la dernière phase de mix et mastering, voilà, tout le monde sait à peu près ce que c'est. Moi, ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est la phase qui se trouve entre les deux, c'est la phase de production. Et c'est une phase que, quand on démarre, on a trop tendance à oublier. Et pourtant, pour moi, c'est la phase peut-être la plus importante. C'est celle qui va vous permettre d'avoir une production, de passer d'une bonne production à une grosse production. C'est-à-dire que vraiment, vous allez optimiser tout ce qui a été fait durant l'enregistrement, que ce soit sur la prestation des artistes, que ce soit vous, en tant qu'ingé son ou producteur,
dans le choix des micros, dans le choix de vos EQ, de vos compressions, dans le choix des ambiances que vous avez choisies, dans le choix du coaching que vous avez fait avec les musiciens pendant les séances pour vraiment les emmener au maximum et de leur permettre vraiment de se dépasser. En tout cas, moi, c'est une des parties sur lesquelles je passe le plus de temps et sur lesquelles je fais plus attention quand je travaille avec des artistes, plus que de régler un compresseur ou une EQ. Je vais assez vite là-dessus, puisque le seul truc qui m'intéresse, c'est la performance et la prestation, et donc c'est de permettre aux artistes d'aller vite et de bien les coacher. Bref, une fois que ça c'est fait, vous vous retrouvez avec votre session, avec tout un tas de pistes. Et là, avant d'enclencher le moindre plugin, avant de commencer à mixer, si vous ne faites pas cette phase de production, vous n'allez pas optimiser votre enregistrement, vous n'allez pas optimiser votre investissement. Alors, pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis mixer n'est pas édité? C'est qu'il m'arrive aussi de recevoir, donc pour mixer des titres pour des clients, des sessions qui ne sont pas éditées, où c'est le bordel, où les montages sont à peine faits, où les alignements ne sont pas faits entre les pistes, où les voix ne sont pas tunées, où leur calage n'est pas fait. Bref, je vais vous expliquer ça très rapidement là, toute cette phase-là qui n'est pas prise en compte par le client, par l'artiste, et qui pense que le mix est quelque chose de magique et qui, une fois que c'est enregistré, on n'a qu'à mettre des plugins, on n'a qu'à rebalancer ça dans des EQ, des compressions et c'est fini, ça sonne la mort. Du tout. C'est-à-dire que toute la phase qu'il y a entre cette phase de production est une phase vraiment que je compare à un archéologue où vous êtes avec votre petite brosse à dents et votre petite truelle et vous allez gratter avec beaucoup de précautions. Vous allez gratter les pistes, vous allez nettoyer, vous allez prendre une attention particulière sur, par exemple, sur le chant, sur les dictions, sur les respirations, sur quand vous avez des chœurs, sur les alignements entre les pistes, idem sur les batteries. Vous allez vous poser des questions sur les problèmes de phase. Alors, les problèmes de phase peuvent être réglés simplement avec un bouton hors phase, mais vous avez des choses qui sont beaucoup plus complexes, qu'on peut appeler aussi du comb filtering, c'est-à-dire que vous avez des problèmes de phase sur certaines fréquences entre deux instruments. C'est-à-dire que vous avez sur certaines fréquences basses, par exemple, des fréquences entre deux instruments qui peuvent faire un effet de peigne et donc faire comme un problème de hors phase, mais juste sur certaines fréquences, pas sur l'ensemble. Donc vous avez beau appuyer sur votre bouton hors phase et il ne se passe rien. Donc la partie, ce que j'appelle donc production, est une partie très longue qui prend quasiment autant de temps qu'un mix. C'est-à-dire que pourtant je travaille assez vite dans ce genre de truc, mais il m'arrive de faire pour un titre, on va dire classique, environ entre 4 et 6 heures de production. Et sur le titre que je vais vous montrer aujourd'hui, qui avait 150 pistes, ça m'a pris plus de 8 heures, de 8 à 10 heures, puisque le projet, le titre était assez complexe. On va voir ça ensemble. Donc, je me répète, mixer n'est pas édité. Si vous envoyez vos pistes à quelqu'un pour mixer et que vous n'avez pas fait ce travail-là, vous allez quelque part perdre une partie de votre investissement parce que l'argent que vous allez mettre dans le mixage et le mastering ne sera pas optimum, ne sera pas efficient à 100%, puisque vous n'aurez pas réglé plein de choses avant. Et je le répète, ce n'est pas au mixeur de régler ça. C'est-à-dire que normalement, quand on mixe, on n'a pas à se poser de questions. On travaille uniquement dans l'optimisation de ce que nous donne l'artiste ou son producteur. Et nous, on travaille dans un cadre qui est un cadre de mix. On peut à la limite ajouter, je pense sur des batteries, des caisses claires ou des kicks, mais normalement, c'est quelque chose qui doit être fait par le producteur, sur cette phase de production, c'est-à-dire qu'il doit avoir géré les problèmes inhérents à l'enregistrement de la batterie, il doit avoir géré les samples qu'il veut, quel sample de caisse claire, quel sample de kick il veut, puisque
c'est vraiment quelque chose qui va donner une couleur très particulière à la batterie. Et je dirais, ce n'est pas au mixeur de choisir quel son doit avoir la batterie. Il doit se servir des ingrédients que lui donne, qui lui ont été donnés, je dirais, pendant cette phase de production par le producteur ou par l'artiste. Donc, j'espère être bien clair. C'est qu'avant d'envoyer, avant de contacter quelqu'un pour mixer, vous avez tout un travail préparatoire à faire dans le choix des sons pour la batterie, dans les alignements, dans les voix tunées, dans le recalage de certaines attaques, dans les problèmes d'hors phase. Enfin voilà. Donc, je vais vous montrer un exemple qui est l'objet d'une formation que j'ai faite qui s'appelle donc Editing et mise à plat, qui est une formation assez longue qui fait de mémoire plus de 12 heures. C'est 12 heures de vidéo sur un sujet qui est, je ne vous le cache pas, assez chiant, puisque éditer, c'est quelque chose de très long et c'est quelque chose d'assez chiant, mais c'est quelque chose de fondamental dans l'optimisation de votre musique, dans l'optimisation de votre art et dans l'optimisation que va pouvoir faire la personne qui va mixer et masteriser derrière. Puisque comme vous avez peut-être suivi, j'espère avoir été assez clair, comme l'objectif est de, sans rajouter aucun plugin, sans équaliser, sans compresser, sans mettre de reverb, sans quoi que ce soit, sans aucun effet, vous allez optimiser le rendu de votre musique, de votre titre, en nettoyant l'ensemble qui va faire que quand vous avez 20-30 pistes, vous allez entendre des différences, mais quand vous en avez 150, comme dans le titre que je vais vous montrer, vous allez optimiser, vous allez chercher de la clarté. Et la clarté ne s'obtient pas uniquement avec des plugins, avec des compresseurs, avec des EQ, elle s'obtient en faisant un vrai travail d'editing, un vrai travail d'archéologue, comme je vous l'ai dit, avec votre petite brosse à dents, votre petite truelle, pour aller nettoyer, recaler et faire tout ce travail-là qui, en fait, va vous demander une concentration optimum pour pouvoir, à chaque fois, vous projeter dans l'optimisation de ce que doit être la musique. Et c'est un travail qui est très difficile au début, je ne vous cache pas, c'est pour ça que d'ailleurs j'en ai fait une formation pour essayer de vous montrer pas à pas toute la démarche qu'il y a dans le travail d'editing, et notamment ce qui est difficile, c'est que vous faites une première phase, vous faites une deuxième phase d'editing, et en fait vous allez commencer par éditer les instruments les uns par rapport aux autres, mais je dirais dans la même famille, et à chaque fois vous allez remonter d'étape en étape pour avoir la big picture, l'image complète avec tous les instruments. Et une fois que vous avez ça, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui ne vont pas, donc vous allez re-rentrer dans le détail. Et en fait, c'est quelque chose de très très difficile. Donc c'est pour ça qu'il y a 12 heures de formation, puisque, comme je vous dis, ce titre-là m'a demandé beaucoup de temps, plus de 8 heures d'editing, et le temps de le filmer, tout ça, voilà, ça fait 12 heures, puisque je vous explique plein de choses. Bref, donc tout ça pour vous dire que si vous avez terminé d'enregistrer et que vous pensez que votre titre il est déjà bon à être mixé, c'est une erreur. Voilà. Si vous avez un point à retenir de ce tuto, bip bip blabla, c'est celui-ci, c'est de penser qu'une fois que c'est fini d'enregistrer, c'est bon à être mixé, c'est faux. Toutes les grosses productions, notamment les productions américaines, mais même en France, on sait le faire, il y a tout ce travail d'editing, ce travail de nettoyage, ce travail d'alignement, ce travail de regarder les problèmes de comp filtering, de problèmes de phase et tout ça, tout ce que je vous ai expliqué, et tout ce que je vous explique dans le cadre de la formation. Donc, pour se rendre compte un petit peu de quelle est cette phase de production, nous allons voir mon écran, et on va rentrer donc dans ce titre du groupe Tales qui s'appelle Simon, donc qui fait l'objet de la formation. Ce titre n'est pas encore sorti, pour l'instant il est juste disponible si vous achetez la formation. Vous allez voir, c'est une bombe atomique. Et donc je vais vous montrer très très rapidement la première phase, donc où on en est quand j'ai fini d'enregistrer le titre, et la phase quand j'ai fini de nettoyer le titre. Vous allez voir la différence dans le son entre les deux, sans ajout de plugin, sans EQ, sans compression, sans filtre, sans rien du tout. Je vais vous montrer ça tout de suite. On regarde mon écran. Ok, donc voilà un petit peu la session telle qu'elle a été terminée lors de l'enregistrement. Donc vous voyez
nous avons ici un Caron. Donc, je vous... Donc, vous voyez, le Caron, il est édité, comme j'explique dans l'information. Je vous le redis rapidement. Voilà, c'est édité à la volée pendant l'enregistrement. Donc, tout est là, mais on a toutes les pistes. Si vous regardez, vous avez toutes les pistes enregistrées. Et donc, voilà, mon fichier fait pratiquement 13 gigas pour un titre, puisque en fait, j'ai tous les éléments. Et quand j'enregistre, je monte à la volée, mais je finalise pas, puisque c'est ce que je fais pendant la phase de production. Alors, donc je vous montre ça. Nous avons la basse idem qui a été éditée à la volée. Nous avons l'ensemble des guitares, dont la guitare acoustique ici, que je vais vous faire écouter en solo. Donc vous voyez, on a plusieurs pistes, et pareil, j'ai fait l'editing au fur et à mesure pour que, en fait, chaque musicien qui venait poser sur les autres avait déjà le bon jouage. Donc le bassiste qui a posé, il a posé sur le bon Caron. Le guitariste ensuite, il a posé sur le bon Caron et basse. Et vous m'avez compris, comme ça, je déroule. Donc on a toutes les pistes, si vous voyez, toutes les guitares, tout ce que j'ai enregistré, j'ai absolument tout gardé. Et en fait, ce qui est là conservé, c'est exactement ce qu'on a gardé de prise. Par exemple, vous voyez, cette guitare acoustique, il n'y a pas eu de montage, elle a été faite one shot et elle a été conservée comme ça one shot. Donc, vous voyez, tout est pré-monté, pré-édité et on a tout ça. Donc, vous voyez le nombre de pistes qu'il y a, sachant que en plus, nous avons ici les samples. Donc, quand je vous dis qu'il y avait 150 pistes, c'est à la louche, c'est ce qu'il y avait. Donc on a ça, on a ensuite, donc vous voyez le nombre de guitares électriques, on a des flûtes, forcément, on a des synthés, voilà, et ensuite on a toutes les voix, et les voix, donc ça part de là, et ça finit ici, voilà, donc tout ça, ce sont les voix. Donc là, si je vous fais écouter ce passage, Keep me by your side. You're not worth it. Voilà, ça c'est ce que on a validé quand on a travaillé sur l'enregistrement. Et vous pouvez voir les pistes de voix sont... il y a toutes les pistes que l'on a faites. Tout est... Tout dépasse, vous voyez, si je grossis le trait, on a des bruits là, on a des... si je mets cette piste-là en solo, voilà, vous voyez. Vous voyez, on a un petit bout du clic, on a de la parole, donc voilà. Donc ça, c'est c'est notre première phase, c'est la phase que je vous expliquais d'enregistrement. Et donc, une fois qu'on a terminé l'enregistrement de ce titre-là, on est passé à la phase d'editing. Et là, je vais vous montrer donc, cette session qui est la session finale, qui est la session qui va être la session précédente au mixage. Donc là, vous allez écouter, je vais vous montrer la différence puisque j'ai enregistré le rough mix, la partie brute. Et donc là, si vous voyez, toutes mes pistes sont montées. Voilà, donc là, mon Caron, je n'ai plus qu'une piste par élément, par micro. J'ai pareil pour la basse. Pour la basse, je n'ai plus que une piste couplet et une piste refrain. Donc voilà, tout a été monté, tout a été édité. Et ça, c'est quelque chose que je peux envoyer à quelqu'un pour le mixage. Vous voyez, idem sur la guitare acoustique. Tout a été monté, tout a été... Alors, vous avez encore quelques coupures, mais c'est parce que dans l'editing, je suis allé recaler des choses.
Mais voilà, déjà, ce premier travail, c'est de fusionner quelque part toutes les pistes, tous les montages, de faire très attention aux clips qu'il y a entre deux éléments, deux événements différents. Donc bien faire les crossfades, bien réécouter en solo, voilà, pour avoir quelque chose de propre. Donc tout ça, je vous l'explique dans cette formation où vous pourrez voir vraiment la complexité, le côté chiant du travail, il n'y a pas d'autre mot, mais c'est obligatoire, puisque ce qui veut dire qu'après, quand vous mixez, vous ne vous posez plus aucune question. Voilà, donc c'est toutes les guitares, comme vous pouvez le voir, elles sont montées, et si on regarde les voix, idem, donc toutes les voix ont été donc fusionnées, ont été tunées, ont été resynchronisées les unes par rapport aux autres. Et donc, tout ce travail d'editing, donc tout ça, je vous l'explique dans la formation, comment faire pour optimiser. Et ce qui est intéressant, en fait, ce qu'on va écouter là rapidement pour conclure, parce que l'idée, c'est pas de vous faire un cours en 5 minutes sur l'editing, sachant que ça prend plus de 10 heures pour faire un titre comme ça. Donc, l'idée est de vous faire écouter vraiment la différence entre les deux. Donc, on va démarrer par ce que l'on a déjà écouté, qui est la partie rough mix, donc ce qu'on avait en fin d'enregistrement. Donc, on avait ça. Keep me by your side. Ok, et maintenant, on a ça. Je rappelle, il n'y a aucun plugin entre les deux. Je n'ai rien rajouté. Keep me by your side. Je vous remets la version brute. Keep me by your side. Ok, je vous remets la version éditée, produite. Keep me by your side. Ok, vous allez me dire, ouais, la différence, elle est minime. C'est vrai que la différence est pas ultra flagrante. Elle est moins flagrante que quand on met un plugin qui a déjà une pré-courbe, qui a déjà pratiquement, comme beaucoup de plugins malheureusement, 0,5 dB de plus, qui vous donne l'impression que quand vous mettez le plugin, bah, ça sonne mieux. Mais si vous écoutez bien les deux parties, à bon volume, avec un casque, dans des bonnes conditions, vous allez entendre une différence sur le mono, vous allez entendre une séparation des éléments, vous allez entendre comme un voile qui disparaît, un petit voile. Et ce petit voile, si vous ne le retirez pas avant de mettre le moindre plugin, avant de faire la moindre compression, avant d'envoyer les éléments dans des reverbs, dans des compressions parallèles, dans des delays, vous allez le conserver et en fait, vous allez avoir une cascade de problématiques puisque vous allez recompresser, vous allez renvoyer dans des sends et en fait, vous allez avoir ce qui arrive parfois, des mix qui sont très boueux, très flous, où en fait la seule solution est de mixer fort et de compresser tout à toc pour avoir une espèce de mono qui va taper et en fait une stéréo qui est quasiment inexistante. Donc c'est une question de choix. Personnellement, c'est pas ce que moi je recherche dans mon travail, dans ce que j'ai envie d'entendre. Et donc la difficulté sur un titre où il y a 150 pistes, où il n'y a pas vraiment de batterie puisque c'est des samples avec un caron, mais où le caron doit remplacer la batterie, où on a sur les refrains, comme vous venez d'entendre, des grosses guitares heavy et tout ça, donc un ovni, vous êtes obligé d'avoir une clarté, vous êtes obligé d'avoir quelque chose de limpide, sinon vous avez un mix qui va être très très crade et c'était pas du tout le but et c'était pas quand le groupe Tej m'a sollicité, c'était pas pour avoir ça, donc ça a été un vrai challenge pour moi.
c'est le titre aujourd'hui dont je suis quasiment le plus fier dans tout mon travail, puisque ça a été un vrai challenge et je suis assez content pour... c'est pas la prétention, mais je suis assez content puisque avec ce titre-là, je trouve que j'ai vraiment passé une étape dans le travail de mix, dans le travail de mastering, parce que vraiment le projet était d'un beau niveau et je voulais vraiment être à la hauteur et vraiment permettre à ce groupe, à cette musique d'arriver à ce que vraiment ils souhaitaient. Donc voilà, je vous fais écouter le couplet suivant. Vous allez entendre, faites bien attention sur la partie rythmique et dites-moi ce que vous en pensez. Donc je vous remets sur le rough mix tel qu'on était à l'enregistrement. Ok, maintenant je vous mets la partie éditée. Écoutez bien le lien entre le sample et le caron. Écoutez bien la partie kick. Donc je vous remets tel que c'était à l'enregistrement. Vous voyez, on a comme des flats sur le kick. On a le kick qui est beaucoup plus fort, mais il y a comme des flats, c'est un peu brouillon. Et je vous fais écouter la partie éditée. Voilà, ça c'est cette petite différence, elle est importante quand vous attaquez un mix. Et donc, je le répète, pour conclure ce bibi blabla, l'idée c'est que il y a tout un travail de préparation avant de mixer que vous devez soit faire, soit si vous ne savez pas le faire, soit si vous n'avez pas envie de vous payer la formation et de vous taper les 12 heures de vidéo pour apprendre à le faire. C'est quelque chose que moi je propose à mes clients. Alors c'est quelque chose de très difficile à expliquer puisqu'on ne voit pas forcément la différence. C'est aussi pour ça que je fais ce petit bibi blabla, parce qu'il y a une différence vraiment importante dans cette partie editing. Mais c'est du temps en plus, c'est des heures en plus de travail, donc c'est des heures en plus que si vous voulez optimiser votre enregistrement, votre production, si vous ne savez pas le faire, c'est des heures en plus que vous devriez payer. Et je vous dirais, si la personne qui va mixer ne vous le propose pas, c'est peut-être qu'elle ne connaît pas bien son travail, puisque c'est la base, c'est ce que font beaucoup de producteurs anglo-saxons, c'est la base du métier. Voilà, avant de mixer, on édite. Mixer n'est pas éditer. J'espère avoir été clair, j'espère vous avoir fait comprendre cette phase qui est ultra importante pour que vous puissiez vous pencher sur vos propres productions là-dessus. Alors, ça, c'est des choses que dans la partie hip-hop et tout ça, on a moins à faire, c'est plus facile. Mais dès l'instant où vous enregistrez des instruments, des vrais instruments, des batteries, des basses, des guitares, des voix et tout genre de trucs, vous avez ce travail à faire. Donc dans le hip-hop, ça va plus vite parce que c'est bien souvent que les voix qu'il faut éditer. Faut-il encore savoir le faire? Mais dès l'instant où vous avez des instruments qui ont été enregistrés avec des micros, vous devez vous poser toutes ces questions-là et vous devez faire ce travail minutieux d'archéologue, je le répète, pour pouvoir vraiment optimiser vos enregistrements. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Laissez-moi vos commentaires dans les commentaires. Si vous êtes intéressé par la formation editing et mise à plat, je vous ai mis le lien dans la description. C'est une formation qui est à 57 €, donc qui n'est pas très très chère et que vous pouvez regarder. Donc, elle est disponible, une fois que vous l'avez achetée, elle est disponible à vie. Vous pouvez la regarder sur votre téléphone, vous pouvez la regarder sur n'importe quel support. Tout est optimisé pour pouvoir, avoir accès aux vidéos, à la formation. Vous avez des bonus, vous avez des presets, je vous ai mis plein de choses en plus. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à la semaine prochaine avec un petit
un petit arrêt dimanche soir prochain pour un nouveau Bibi Blabla 5 minutes. Et puis, n'oubliez pas de vous inscrire à ma newsletter si vous voulez avoir ma newsletter tous les lundis avec mes petits bonus, mes petits coups de gueule, mes petites astuces, bref, avec tout un tas de choses supplémentaires. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Faites de la musique et faites-moi écouter surtout ce que vous faites. Je vous embrasse. Ciao.